Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de l'école de coaching IR, l'école Un autre regard, et je suis coach professionnel et superviseur. Et aujourd'hui, on va vous parler de créativité, comment laisser déployer votre créativité, laisser votre créativité s'épanouir. Voilà l'idée. Mathieu, je te laisse te présenter. Alors, je suis Mathieu Lassagne, coach professionnel. Je suis responsable pédagogique de la partie HPI de l'école de Nathalie. Et je me suis spécialisé dans l'accompagnement des hauts potentiels qui peuvent recouvrir plusieurs nuances. Il y a les personnes que j'appelle les personnes surdouées intuitives, où c'est d'autres enjeux pour la carrière et pour la reconversion, par exemple. Les personnes qui se situent plutôt sur le continuum de l'hypersensibilité, comme d'autres personnes qui sont sur le continuum d'Asperger, en plus d'être concernées par le haut potentiel. Donc, il y a toute cette diversité. Et j'ai développé quelques activités spécifiques comme la supervision de DRH avec la double différence au potentiel et la personne qui s'occupe de l'humain, en fait, avec tous les enjeux qu'on connaît actuellement, et d'autres activités comme les formations en interne sur le haut potentiel. On passe à la première question. Oui. Nathalie, la première question que je voudrais te poser, toi qui es spécialiste de ce sujet depuis longtemps, c'est qu'est-ce qu'une production créative pour toi? Mhm. Alors déjà, peut-être un petit point sur la créativité, parce que moi je considère que chaque être humain est créatif. D'ailleurs, si vous regardez les enfants, ils sont tous créatifs en fait. Ils ont plein d'idées, ils s'inventent des histoires, ils refont le monde. Vraiment, c'est évident que chaque être humain est créatif. Malheureusement, avec l'éducation, avec le côté normatif, avec le côté il faut rentrer dans les boîtes, dans les petits carrés, beaucoup perdent leur créativité, ou en tout cas, elle est juste enfouie et ils ne l'utilisent pas. Alors déjà, pour moi, tout le monde peut être créatif. Et pour moi, c'est vraiment important, surtout dans des contextes où il y a plein de difficultés, comment je peux m'adapter, comment je peux oser quelque chose de nouveau. Donc, créativité, c'est sortir de la boîte, comme on le dit habituellement, penser en dehors de la boîte. Et l'idée derrière ça, c'est de s'autoriser en fait à avoir des propos, des propositions qui ne soient pas dans la norme. Et donc, avoir des productions créatives, ça veut dire que c'est laisser le cerveau s'autoriser à penser et en plus les mettre en application. Donc, c'était un petit peu le diaporama, et je vais vous le repartager en fait, le diaporama de notre live. C'est une production créative, c'est non seulement vous laissez votre cerveau dériver, combiner, réassocier des idées, mais en plus, vous prenez le pinceau, le crayon, ce que vous voulez, et vous passez à l'action. Donc, une production créative, c'est quelque chose qui est original, qui est souvent de grande qualité parce qu'elle va répondre à un besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire approprié au contexte. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez un problème, il manque beaucoup de personnes, je vais prendre l'exemple avec le Covid, c'est beaucoup produit, il y a beaucoup de personnes qui sont absentes, et donc du coup, il faut quand même faire tourner la société ou votre unité de travail dans un contexte complètement chamboulé. C'est comment, avec tous ces éléments, vous allez trouver une solution pertinente, inattendue, pour fonctionner quand même, peut-être à minima, peut-être décider de faire fonctionner qu'une partie, ou fonctionner différemment, ou retravailler la coopération entre les personnes présentes de manière à ce qu'il y ait une grande qualité avec cette nouvelle façon de fonctionner temporaire. Donc en fait, une production créative, c'est déjà s'autoriser à penser hors du cadre et la construire. Donc c'est quelque chose qui est nouveau, qui est utile. C'est-à-dire que la créativité, on parle beaucoup de contraintes en fait. On est créatif en situation de contrainte. Et là, c'est cette contrainte qui vous fait produire une idée nouvelle, souvent inattendue, et qui s'adapte et qui répond à un besoin qui est approprié face à une difficulté, par exemple. Voilà ce que je voulais dire sur la production créative. Et pour moi, je fais vraiment l'hypothèse que tout le monde peut avoir des idées créatives. Et après, il y a l'étape du oser les évoquer. C'est autre chose. Peut-être qu'on peut passer à la question suivante si tu veux. Oui, et la question, c'est qu'est-ce qui fait, d'après toi, que certaines personnes sont particulièrement créatives et d'autres pas? Et ce serait quoi la recette pour s'autoriser à être créatif?
Alors, je ne sais pas si j'ai une recette. J'aime bien cuisiner, c'est vrai. Mais, et d'ailleurs, je fais de la cuisine dans le module créativité. Et on a déployé un module qui s'appelle Libérer votre créativité. Et on a un atelier de cuisine parce que des fois, de devoir mixer des ingrédients pas prévus, ça permet de sortir des sentiers battus, justement. Alors, pour moi, tout le monde a le potentiel d'être créatif, mais pour certains, il est inhibé, il est enfoui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour certains, il reste à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir une belle créativité, par exemple dans leur vie privée, dessiner, peindre, tout ce que vous voulez, mais du coup, dans le contexte professionnel, ils vont complètement l'éteindre et plutôt suivre des process où, selon le métier qu'on a, on a plus ou moins de liberté créative, c'est vrai, mais ils ne vont pas s'autoriser à les dire. Donc leur créativité, elle reste interne, j'ai envie de dire, ou elle peut être dans le domaine personnel. Mais donc voilà pourquoi on dit que certaines personnes ne sont pas créatives. Pour moi, c'est juste qu'elles ne laissent pas leur créativité s'exprimer. C'est juste ça. Et effectivement, ce qui fait qu'on ose libérer sa créativité, c'est qu'on est dans un contexte favorable. Si vous émettez une idée et que votre chef ou vos collègues vous rayonnez ou la critiquent directement et que vous n'avez même pas le temps d'aller jusqu'au bout de l'idée, vous n'allez pas en émettre une deuxième d'idée créative. Hein. Vous avez compris que dans cet environnement-là, ce n'était pas bon. Donc, pour moi, il y a ces premiers éléments et chacun a ses besoins, j'ai envie de dire, pour oser être créatif. Et je vais vous partager cette autre image pour aller un petit peu plus loin sur la réflexion sur la créativité. Hop. Voilà. Donc, pour moi, il faut une forme de courage, hein, parce que pour être créatif, il faut sortir des idées classiques. Donc, ça veut dire accepter d'être critiqué. Ça veut dire rechercher du nouveau, ça veut dire être dans une zone inconnue. Donc, ce n'est pas toujours confortable. Et il faut être motivé. C'est-à-dire que si je te dis, Mathieu, sois créatif, si tu n'as pas de raison de l'être, il y a peu de chances que tu aies envie. Par contre, si je te dis, Mathieu, ça serait bien que tu aies une idée créative pour ce chapitre du livre qu'on est en train d'écrire. Moi, je n'ai pas d'idée, il faudrait peut-être produire une image. Là, il y a des chances que ça active tes neurones créatifs et que tu me proposes, et d'ailleurs, c'est souvent le cas puisqu'on coécrit ensemble. Quand il y en a un des deux qui n'a pas d'idée, il interpelle l'autre. Et là, il y a une motivation parce qu'il y a le soutien à l'autre, mais il y a aussi produire quelque chose d'utile pour nos lecteurs. Donc, quand on a une motivation, c'est déjà beaucoup plus facile d'être créatif. Et pour moi, ce qui aide aussi, c'est qu'on est dans un contexte ouvert. C'est-à-dire que toi comme moi, quand tu me proposes une idée pour le livre, l'autre va l'accepter. On va en discuter. Parfois, on ne va pas la mettre, l'idée, parce qu'elle ne paraît pas cohérente avec le chapitre, ou peu importe. Mais on a d'abord un contexte de bienveillance où chacun a le droit d'oser tout ce qu'il veut et toutes les originalités sont les bienvenues. Donc, c'est ça qui permet de créer. Malheureusement, donc ça, si vous êtes dans ce contexte-là, vous allez oser des choses qui seront des fois pas appropriées d'ailleurs, et c'est OK. Mais quand vous êtes dans un contexte où il n'y a pas une sécurité émotionnelle ou cognitive, euh, par exemple, moi, je sais que je ne coécrirai pas avec quelqu'un avec qui je n'ai pas une alliance forte ou un partenariat où je me sens bien, parce que c'est impliquant d'écrire. Et donc, du coup, il faut vraiment une sécurité sinon, on subit, on reste dans la norme, on a peur de la critique, du rejet. Et du coup, on ne crée pas ou on ne fait pas quelque chose de nouveau dans un contexte insécurisant pour moi. Donc, c'est peut-être la première base. Donc peut-être que si vous avez envie de libérer votre créativité, la première question, c'est dans quel contexte vous vous sentez bien, où vous pouvez exprimer, ça peut être tout seul aussi, hein, est-ce que c'est par l'écriture, est-ce que c'est par le dessin, en tout cas, dans quel contexte vous pouvez vous donner une sécurité, une envie, parce que s'il n'y a pas de motivation, évidemment, il y a peu de chances qu'il y ait des idées créatives qui sortent. Et voilà. Donc, merci, on voit que vous êtes déjà nombreux. Vous pouvez poser vos questions si vous avez envie qu'on réponde à vos questions, ce sera grand plaisir. Et bonjour à Judith qui nous fait un petit salut. Du coup, voilà, en tout cas pour moi, c'est posez-vous les questions. Qu'est-ce qui fait que je m'autorise à être créatif et dans quel contexte j'ose et comment je pourrais peut-être, et ça serait sûrement utile, de l'ouvrir à d'autres
à d'autres phases de ma vie, parce que finalement, la créativité, comme le disait Einstein, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc, comment vous vous autorisez à vous amuser dans différents domaines de votre vie? Voilà pour cette première partie. Euh, donc Mathieu, justement, on parlait de notre livre. Nous avons traité la question pourquoi certains hauts potentiels sont créatifs et d'autres moins. Toi qui travailles beaucoup avec les hauts potentiels, est-ce que tu as un regard là-dessus? Alors déjà, tout ce que tu viens de décrire, qui s'applique évidemment au potentiel, et tu m'as donné une idée créative justement pour aborder cette question, c'est quand tu as parlé du sens. Et ça, ce serait peut-être l'élément central à retenir. C'est dans le cadre d'un projet qui fait profondément sens qu'on peut s'autoriser à être créatif. Le bon contexte, évidemment, mais aussi trouver notamment un projet professionnel où on se sent parfaite adhésion par rapport à ce projet, où le sens ne pose pas de questions, ce qui est souvent extrêmement important pour le haut potentiel. Et ça vient confronter un autre élément, c'est l'appartenance à la norme, évidemment. C'est Carlos Tinoco qui écrit beaucoup sur cette notion du haut potentiel qui, qui aurait comme spécificité, pour résumer, de questionner les normes, de ne pas se retrouver dans les récits coactifs et d'être dans ce décalage par rapport aux récits coactifs dans la société actuelle. Et c'est souvent, on le voit en séance de coaching, la difficulté à renoncer à cette norme qui va inhiber la créativité, même si ça va être variable évidemment pour chaque potentiel. Et ça se voit dans l'ici et maintenant de la séance de coaching, et ce qu'on modélise souvent, c'est comment s'autoriser même à l'échelle d'une vie en fait. La créativité peut être à de nombreuses échelles. C'est la créativité dans la manière de faire une œuvre, qui peut prendre quelques heures, quelques jours, comme la créativité à l'échelle de toute une vie. Et il y a le sujet central de s'autoriser à faire confiance en son processus créatif qui est largement inconscient. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi, même si on patauge dans sa carrière pendant 5 ans, en fait. Là, la norme dirait quand même, il faut trouver un job tout de suite, il faut penser rationnellement, contacter telle ou telle personne, mais il y a quelque chose au plus profond de soi qui dit que ce n'est pas le moment, en fait, que ce n'est pas juste. Et c'est ça le processus créatif qu'il y a à l'intérieur de soi et auquel on peut faire confiance pour se dire que ça viendra en temps voulu. Faire On ne confiance à force cette pas la chose. créativité. Pardon? On ne force pas, pardon de t'avoir coupé. Oui, on ne On ne force force pas la pas créativité, on la laisse s'écouler. Et tout le défi, c'est en laissant s'écouler cette créativité, comment équilibrer cette créativité par une pensée rationnelle. C'est comment l'adulte qui est à l'intérieur de soi, la symbolique de la pensée rationnelle, comment cet adulte peut tenir son enfant créatif par la main, c'est-à-dire laisser donner un cadre global à cette créativité, des délais, des étapes, ce qui peut être important pour encadrer cette créativité, sans que ça devienne quelque chose qui inhibe la créativité, sans que ça devienne une norme, un parent quelque part, un normatif qui dit il faut, par exemple, si on est dans le cadre de la reconversion, il faut trouver au bout de tel mois, il faut contacter telle personne, il faut envoyer tel nombre de CV, par exemple. Et l'enjeu est de trouver ce juste équilibre entre se donner un cadre pour que la créativité puisse produire quelque chose aussi, et écouter ce processus créatif indicible qu'il y a à l'intérieur de soi. Et comme tu le dis, c'est inconscient. Donc, pour moi, il faut aussi être tranquille. C'est-à-dire que si, par exemple, si j'ai une période de stress, je ne vais pas avoir beaucoup d'idées créatives. Donc, pour moi, c'est aussi plutôt travailler sur l'auto-hypnose, la relaxation, être bien. Parce que je vais pouvoir dessiner, faire des schémas, écrire le livre quand je suis dans un état personnel où je me sens bien. Sinon, il y a beaucoup moins, je suis beaucoup moins créative, par exemple, si je donne mon exemple. Et du coup, Mathieu, comment tu mets la créativité dans tes séances de coaching? Alors, j'allais dire qu'il faudrait un livre pour parler de ce sujet, mais ça tombe bien, on écrit un livre ensemble. C'est un premier élément qui me vient, c'est l'accueil inconditionnel de la personne cliente, et c'est valable pour les coachs qu'on supervise aussi ensemble. C'est comment on a une sécurité ontologique suffisante pour être dans un accueil inconditionnel de soi, dans l'ici et maintenant de la séance, et un accueil inconditionnel de l'autre. Et je dirais que je pense à Milton Erickson en disant ça, c'est trouver en chaque personne cliente, pas une personne qui a un problème à résoudre, mais une personne dont on admire la manière d'être. Et c'est vraiment au niveau phénoménologique, se mettre dans une posture où il n'y a pas de problème à résoudre. On admire la personne cliente dans la manière qu'elle a de vivre, dans la manière qu'elle a déjà de résoudre ses problèmes.
Et souvent, la personne arrive avec un conflit intérieur entre, pour résumer, bien sûr, entre la norme à l'intérieur de soi et s'autoriser à exister enfin. Et justement, plutôt que de le voir comme un conflit intérieur, c'est de le voir comme une alliance qui est déjà là, qui est magnifique, qui est juste. Il n'y a plus qu'à la contempler pour la laisser se déployer. Et en séance, plutôt que d'être dans la résolution de problèmes, comment est-ce qu'on pourrait faire pour dépasser enfin cette problématique, c'est on va au niveau métaphorique s'autoriser à contempler la situation pour la laisser naturellement évoluer. Et souvent, on peut se dire, les personnes se disent à la fin de nos coachings que tout était juste au fond et qu'il n'y avait qu'à contempler, qu'à regarder pour que ça... Justement, c'est un processus créatif pour que pour que d'autres choses émergent naturellement. Je dirais que Oui. c'est une des approches en coaching. Tu utilises beaucoup, du coup, la vision métaphorique pour faire avancer ton client. C'est ça que tu veux La souligner. vision métaphorique, une approche que je dirais inspirée de la phénoménologie et aussi, bien sûr, faire bouger le corps, en fait. Apprendre au client à la métaphore avec le corps, c'est se lever dans la pièce pour se lever dans la vie, en fait. Mm. Et faire avec, par exemple, si une personne a besoin de trouver sa juste posture de leader, la première question qu'on va poser souvent, c'est si on devait mimer cette posture de leader, qu'est-ce que ça donnerait? Et c'est le fait d'associer le corps au mental, aux mots qui va permettre aussi à la créativité de se libérer. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé aussi de coacher en marchant et la Ouais. personne, elle tourne en rond dans sa vie, elle ne change pas et donc du coup, on tourne en rond autour d'un parterre de fleurs et c'est intéressant de se dire: «OK, et maintenant, comment, tu as envie de sortir de ça? Ou est-ce qu'on continue à tourner en rond?» Et on a continué à tourner en rond un bout de temps parce que ça symbolisait ce qu'elle vivait. Donc pour moi, la créativité, c'est faire avec les mots du client, c'est faire avec ce qui est là, maintenant et jouer avec ça et donc se laisser des idées, des inspirations en fonction du ici et maintenant, en fait, tout simplement. Bon, on a une question. Merci Judith. Donc, est-ce que le schisme non-créativité professionnelle et créativité hors boulot est tenable psychologiquement? Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Judith? Je dirais que ça dépend de chaque situation, ça peut être tout à fait tenable, à partir du moment où l'ensemble crée une belle mélodie. Et justement, dans notre livre, on a décrit toutes les situations possibles. La personne qui, évidemment, trouve le sens dans son job, et là, c'est l'idéal, effectivement, quand le job comble tous les besoins du haut potentiel. La personne qui va avoir un job alimentaire, entre guillemets, mais avoir un espace créatif à côté. Et toutes les situations peuvent être justes à partir du moment où, intuitivement, l'ensemble donne une belle mélodie à l'échelle de la vie, à l'échelle de la carrière. Et ça va vraiment dépendre de chacun, et c'est vraiment ce qu'on va regarder en coaching. Est-ce que la mélodie qui émerge de ça correspond à la mélodie de l'identité de la personne? Hmm. Écoute, j'aime beaucoup ta réponse métaphorique, donc je ne vais rien rajouter. Je modélise la métaphore. J'aime beaucoup. Du coup, on a une surprise pour vous parce que ça y est, la couverture de notre prochain livre, elle est validée et elle a été tout un étape créatif. Donc, on voulait vous la partager. Et, euh, et donc, du coup, je vous la montre. Voilà notre prochain livre, Changer de regard sur le haut potentiel. Donc, ce sera 100 questions. Et voilà. Et peut-être qu'on peut parler un petit peu du processus créatif de cette première page. Qu'est-ce que tu auras envie de dire, toi, Mathieu? Le processus créatif pour écrire le livre, comment on a inscrit la créativité dans ce livre. Oui, C'est, on pourrait écrire un livre à ce sujet, évidemment. Mathieu fait. C'est ce qu'on a décidé de faire, c'est comme de créer un autre langage. Un reflet systémique de nos clients où souvent il s'agit de se poser les questions de carrière, de direction d'entreprise. Vous voyez tous ces mots un petit peu titubants, déjà quand on les prononce qui ne font pas sens pour le potentiel, c'est comment changer de langage pour transformer le sujet en quelque chose qui fait sens. Et c'est pour ça qu'on a utilisé beaucoup de schémas, beaucoup d'infographies dans ce livre. Et même les mots eux-mêmes, dans leur mélodie, on a fait en sorte qu'ils décrivent le langage de la personne surdouée du haut potentiel. Et c'est là qu'on a l'intention de faire quelque chose de complètement différent, en fait. À la fois de très structuré, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment on a pu allier l'exigence de la structure dans ce livre et quelque chose de créatif qui va faire émerger une mélodie, qui va être comme un second niveau de lecture, qui va permettre au potentiel de se retrouver, en fait. Et donc voilà, je dirais qu'un des éléments créatifs, mais Nathalie, tu vas ajouter plein d'autres choses, évidemment, c'est
ces infographies qui existent nulle part ailleurs et qu'on a pensé pour que ce ne soit pas seulement recopier les mots en fait pour mettre en 3D, mais qu'il émerge de ces infographies un sentiment de cohérence. On se dit c'est ça le sujet. Bon, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que parmi les questions, il y a quels sont les liens entre l'intelligence et la créativité? Est-ce qu'il faut être très intelligent pour être créatif ou est-ce que c'est décorrélé? On parle aussi pourquoi certains HP sont particulièrement créatifs et d'autres pas. Donc, on va développer cette notion-là. Et puis, j'ai envie de dire, moi, qu'on est assez fiers de la couverture créative parce que c'est une amie, Audrey, qui a fait ce dessin qui est très beau. Et du coup, au départ, la couverture était toute uniforme, plutôt standardisée, et on a osé être créatif pour proposer à notre éditeur d'autres choses. On a proposé nous-mêmes de mettre des dessins et tout ça pour que ce soit à l'image du contenu, c'est-à-dire qu'une image vaut 1000 mots, et derrière une image, on peut voir plein de choses. J'aimerais bien d'ailleurs, si vous voulez mettre en commentaire, ce que vous inspire cette première page, ce dessin. Et pour nous, du coup, on répond aux questions avec des mots, mais on répond aussi avec l'imaginaire, avec des schémas, avec les interprétations que vous pourrez avoir, parce que derrière, au potentiel, il y a aussi neurodiversité, il y a plein d'approches différentes et il y a plein de façons de voir l'intelligence. Donc, on a vraiment voulu ouvrir à la diversité des approches sur le haut potentiel, et pour nous, c'était important aussi de ne pas parler que du haut potentiel intellectuel, mais de parler du haut potentiel sensible, de parler de tout un tas de diversité dans cette fameuse neurodiversité. Voilà. Donc, peut-être une dernière question, Mathieu? Oui, à l'échelle de l'école, comment tu inscris cette créativité? Oui, parce que pour moi, ce que j'ai envie maintenant, puisque je fais du coaching depuis longtemps, c'est de transmettre la beauté de ce métier, d'accompagner les autres à changer, à grandir, à s'épanouir. Et donc, du coup, l'école IR, elle vise à ça, à vous aider à déployer votre potentiel et à vous-même accompagner des changements. Donc, que vous soyez manager ou que vous ayez envie de devenir coach, on a une pédagogie en fait qui est créative, qui évolue avec le groupe, qui sera variable parce que à chaque module, pour moi, il y a des fondamentaux, c'est-à-dire les compétences clés à acquérir, mais il y a surtout un état d'esprit. Donc, nos ateliers, nos mises en pratique visent à explorer la nouveauté et à vous permettre d'explorer d'autres postures dans l'accompagnement des changements, à vous ouvrir à de nouvelles propositions. On a des ateliers très décadrants. Vous avez peut-être vu des images passer sur les précédents posts. Et puis, à prendre des risques, c'est-à-dire à oser faire différemment. Donc, les modules sont prévus pour augmenter votre flexibilité mentale, augmenter votre créativité dans le groupe, augmenter votre créativité dans les manières d'accompagner. On vous donne des outils aussi, bien évidemment, mais on est pour le principe d'essai-erreur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va vous faire explorer les deux polarités, l'extrême rigidité à l'extrême souplesse et l'intermédiaire. Et donc, toute notre pédagogie, elle est pensée pour vous faire explorer et élargir votre zone d'expérimentation. Voilà un peu l'esprit. Et pour être plus clair, on a un prochain module, une prochaine promo qui démarre en décembre. Et derrière ça, il y a 5 points clés pour devenir coach ou accompagner les transformations, avec quelque chose autour de l'alliance et de la communication, parce que c'est la première base, comme le disait Mathieu tout à l'heure, et comme le disait Erickson, c'est parler la langue du client. Donc, c'est vraiment comment je suis, en quelle position je suis et comment j'augmente ma qualité d'écoute, qu'il soit verbale, non verbale, émotionnelle et à tous les niveaux. Ensuite, favoriser les changements. Et donc ça, c'est un peu plus outil, hein. C'est comment en tant que coach, sur quoi je m'appuie, sur quels fondamentaux je m'appuie pour accompagner quelqu'un à changer. Et juste accompagner, pas le faire changer, c'est lui donner la petite goutte d'eau qui va lui permettre de grandir sans faire autre chose, en fait, en faire le minimum. Donc, c'est aussi structurer ses accompagnements. Là, on est plus dans des stratégies de coaching, comment je comprends
qu'un coach doit être stratège, avoir une capacité d'analyse méta de ce qu'il fait, de la relation qu'il a avec son client, de manière à l'accompagner. C'est la même chose pour les collectifs, évidemment. Et puis, c'est bien beau d'avoir fait un premier pas, d'avoir changé, d'avoir commencé à gravir la montagne, mais comment je permets l'intégration de ces changements pour qu'ils soient pérennes et durables et efficients pour les personnes. Donc là, c'est un autre module, donc c'est le 4e. Et le dernier module, c'est prendre du recul sur sa pratique, parce que être coach professionnel, c'est aussi une déontologie, c'est aussi comprendre les limites du coaching. On ne coach pas dans n'importe quelle situation, et donc c'est être vraiment professionnel. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez envoyer ce mail, c'est moi qui réponds, ou me contacter directement, hein, bien sûr. Et je vois qu'il y a plein de questions. Donc, Mathieu, je te propose qu'on réponde aux Oui. questions où il y a plein de remarques. Donc sur l'image, il y a Nathalie qui nous dit: le dessin m'inspire le foisonnement, la systémique, la nature et son équilibre. Je pense que ça fera plaisir à Audrey, son auteur. Aurélie, merci. Elle nous dit: un bouillonnement entre l'intérieur et l'extérieur de la bulle. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ça, je trouve ça très joli. Merci Aurélie. Un bouillonnement entre l'intérieur et l'extérieur de la bulle. Ça ne te parlerait pas des HP, ça? Complètement, et ça me fait penser en premier à l'alliance entre l'extérieur et l'intérieur. Comment ça peut bouillonner à l'intérieur et comment ça peut amener au système qui est autour à bouillonner aussi. Oui, et d'ailleurs, on a une question là-dessus. Comment les hauts potentiels peuvent déployer leur potentiel pour être aussi au service de la société, au service de leur entourage, de leur création d'activités s'ils sont en indépendant, mais comment on peut utiliser ce bouillonnement intérieur euh, et l'envoyer vers l'extérieur finalement. J'aime beaucoup cette expression. Merci Aurélie. Il y a Virginie qui nous dit, qui pose une question. Est-ce que la formation est éligible au CPF? Malheureusement, non, puisque l'école a été créée cette année. Il faut 3 ans, donc on est Calliope. Mais pour avoir le RNCP et le CPF, il va falloir attendre 3 ans, donc j'en suis désolée. Mais vous pouvez nous contacter si vous voulez quand même en savoir plus. Il y a des modalités de paiement en plusieurs fois. Et voilà. Et Nathalie, elle nous pose une question. Qu'est-ce qui différencie IR des autres écoles de coaching? Est-ce que tu as envie de répondre à ça? J'y répondrai bien évidemment aussi. Alors, il y a de multiples éléments qui différencient cette école. Alors, il y a bien évidemment les valeurs d'éthique, une autre approche du coaching que va expliquer Nathalie plus amplement. Ce qui me vient en premier pour ma part, c'est la sécurité, c'est l'exigence de sécurité qui est mise en la relation entre le coach et la personne accompagnée. Et vraiment, on va chercher nos stagiaires là-dessus, sur comment avoir la sécurité ontologique suffisante, surtout en tant que haut potentiel, où il y a un faux self à dépasser parfois, et comment vraiment être à l'écoute de l'autre et créer une sécurité dans la relation avec le client, qui est une sécurité absolument essentielle pour s'autoriser à être créatif, justement. C'est quand le client sent qu'il est dans un accueil vraiment inconditionnel, ce qu'il n'a parfois jamais vécu, que déjà c'est transformant et que ça va lui permettre d'être créatif. Donc je me focaliserai pour ma part sur ce point-là, c'est la sécurité et l'éthique qui est mise dans la relation avec le client. Ok, merci Mathieu. Bon, moi, je vous ai peut-être vu, hein, j'ai fait des posts là-dessus, j'ai mis 24 raisons de nous choisir. Et du coup, la première raison pour moi, c'est la créativité. On est une école qui va se renouveler en permanence. On questionne nos modules, on questionne nos stagiaires aussi pour améliorer, aussi pour affiner. Là, par exemple, pour le module, pour la première promo, en fait, on a co-créé ensemble la certification avec un vrai processus, avec des indicateurs pour valider ou non la certification. Je dis bien ou non, parce que pour nous, c'est aussi ça, hein. C'est mettre du professionnalisme dans la certification. Donc, tous nos coachs seront certifiés et avec des critères, mais à chaque fois, on les crée ensemble. La deuxième raison, donc je l'ai déjà publié celui-là, donc je vous partage, c'est la deuxième raison de nous choisir, pour moi, c'est les valeurs. C'est-à-dire qu'on a des valeurs humaines avant tout. On apprend dans le plaisir. Nous, on n'est pas pour l'apprentissage par la critique, on est pour vraiment se faire plaisir. Donc, c'est une école sérieusement ludique, et je l'affirme. On a plein d'ateliers très joyeux et créatifs pour expérimenter. Notre autre valeur clé pour moi, c'est libérer le potentiel, le vôtre, mais surtout, pourquoi j'ai créé IR, c'est que je me suis dit, je suis toute seule à coacher des gens, c'est bien, je les accompagne à grandir, à s'épanouir,
mais on n'est pas assez. Donc, du coup, j'ai envie qu'on soit plus nombreux, qu'on soit une sorte de famille IR avec ces valeurs humanistes et de créativité et de potentiel. Et donc, notre but, c'est de vous libérer votre potentiel pour que vous-même, vous puissiez accompagner des groupes, des individus, des enfants, des comités de direction, qui vous voulez, à avancer sur leur chemin de vie. Voilà. Parmi les autres raisons, il y a le fait d'évoluer en permanence. C'est qu'on est une école qui se construit, comme vous l'avez compris, mais déjà avec un bon socle, puisque moi j'ai un doctorat en pédagogie, et donc la pédagogie et la structure pédagogique est hyper importante pour moi, pour que vous puissiez apprendre le plus vite possible, le plus efficacement possible et dans un contexte le plus agréable possible. Pourquoi ? Parce que moi, je fais l'hypothèse que pour apprendre, les émotions sont clés. Donc, si j'apprends dans un contexte où je stresse, où j'ai peur d'aller me confronter aux autres ou d'oser, c'est pas OK. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait des modules où c'était vraiment compliqué. Dans certaines écoles où la bienveillance était affichée, mais n'était pas une réalité. Donc, surtout pour les HP sensibles, c'est difficile. Donc, si vous êtes sensible à la bienveillance et à un contexte positif pour évoluer, bienvenue chez nous. Du coup, il y a plein d'autres raisons, hein, mais notamment le fait que j'ai créé un livre mon livre précédent s'appelle Le coaching, et, j'ai déjà un socle de références théoriques, et notre approche, elle est imagée. Donc, ça veut dire que si vous voulez une structure pédagogique claire et en même temps illustrée, que vous allez pouvoir réutiliser vous-même avec vos clients, mais bienvenue chez nous, parce que nous, on diffuse tout. Tout ce que j'ai projeté, tout ce que j'ai écrit, je le donne aux stagiaires pour qu'ils puissent l'utiliser et appliquer ces outils. J'ai donné toute ma boîte à outils que j'ai mis 10 ans à construire, mais je l'ai donnée entièrement à tous mes stagiaires de la première promo. Et ça, je vous mets au défi de voir une école qui vous donne ça en numérique et qui vous les partage. Voilà. Il y a encore plein d'autres raisons, mais je dirais bienvenue à la neurodiversité. C'est une école atypique où les atypiques sont les bienvenus. Vous êtes hypersensible, vous êtes créatif, vous avez d'autres formes de manière d'être au monde, où vous avez aussi un handicap, où vous avez quoi que ce soit, bah, vous êtes le bienvenu, parce que nous, la diversité, ça fait partie de notre ADN. Voilà, et il y a encore 12 autres raisons, mais vous les verrez sur les réseaux. Je vais continuer les posts sur les raisons de nous choisir. Mais merci, merci à Nathalie pour cette question. Il y a Lydie qui nous fait un petit coucou, donc hello Lydie. Voilà, en tout cas, c'était les éléments clés qu'on avait envie de vous partager autour de la créativité. S'il vous reste des questions, oui, il vous reste quelques minutes pour nous les poser avant qu'on clôture. Et en tout cas, moi, Mathieu, je voulais te dire que j'étais ravie parce que l'écriture se livre. Donc moi, j'en suis à mon 3e livre, donc je sais déjà ce que c'est d'écrire, d'utiliser sa créativité dans l'écriture. Mais écrire à deux, c'est aussi avoir un frottement créatif, c'est-à-dire qu'on a des styles différents et on a des idées différentes, et parfois je rebondis sur un de tes schémas, et parfois tu me proposes d'améliorer un de mes schémas pour aller plus loin. Et c'est ce questionnement-là aussi pour moi qui fait qu'on est créatif. C'est que si vous avez envie d'augmenter votre créativité, ben, venez vous frotter à d'autres créatifs, parce que c'est ensemble qu'on peut aller plus loin. En tout cas, moi, je trouve ça très inspirant pour moi d'être dans des milieux créatifs différents, aussi dans le domaine de l'art ou dans le domaine de l'écriture ou du coaching. Et pour nous, c'est ça. Ah, une question pour toi, Mathieu. Ah, Corinne nous demande, il sort quand le livre? mars 2023. C'est ça. Il va falloir être un petit peu patient. On n'a pas fini de l'écrire. Allez, on avoue. On est On en a presque plein... fini. Presque, ça se discute. En tout cas, pour novembre, notre éditeur attend la totalité du manuscrit. C'est aussi pour ça qu'on fait moins de live en ce moment, vous l'avez dû le remarquer. On va revenir, mais c'est juste que là, On a du travail. on doit se focaliser sur l'écriture du livre. Et pour être créatif, j'avoue que moi, de temps en temps, j'ai besoin de bulles, c'est-à-dire de ne pas avoir d'autres activités ou de rencontrer d'autres gens, pouvoir être juste en dialogue avec Mathieu ou seul avec ma page blanche. Ça m'aide. Donc, à vous de voir aussi comment votre créativité s'épanouit le mieux. Moi, je trouve que j'ai besoin des deux. J'ai besoin de calme et de solitude, et j'ai besoin aussi
de temps d'échange régulier avec Mathieu. Mais voilà, et en tout cas, on avait décidé aujourd'hui de prendre un petit peu de temps pour être avec vous, pour vous parler de notre style créatif et vous encourager à déployer votre propre style créatif parce que c'est important aussi. J'avais peut-être un élément à ajouter. Oui, Une personne a posé la question tout à l'heure, comment on s'envole en tant que haut potentiel. Je ferai une réponse d'ordinaire, on pourrait dire être dans le bon contexte, s'autoriser à exister. Cette fois-ci, je dirais simplement contempler le sujet de s'envoler, prendre le temps, que la personne prenne du temps de seule, de contempler ce sujet. Si c'était une image, qu'est-ce que ce serait? De laisser cette image évoluer en se disant que la solution est déjà là. Et je la mets au défi de poster cette image sur LinkedIn pour qu'on échange ensemble autour de cette image. Ce serait intéressant. ouais, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas vu toutes les questions. Je m'en excuse. Je sais pas, ma page n'était pas mise à jour. Donc, il y a Nathalie qui nous demandait si on pouvait partager le sommaire. On ne l'a pas fini. Je vais être honnête. Nous, avec Mathieu, on s'est donné cette ouverture créative. Et pour moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est qu'on s'autorise à changer les Ouais. questions, à changer l'ordre des questions. Là, on est censé faire 100 questions, on en a 103. C'est notre petit côté créatif à nous. Donc, autant vous dire que c'est pas stabilisé, mais promis, on fera un post dès qu'on aura stabilisé le livre. On partagera d'autres lives avec le sommaire et le reste. Mais là, on est encore en ouverture créative. Et pour moi, ça, c'est important. Mathieu me dit aussi, oh, sens-toi libre de modifier mon chapitre, de réécrire ce que tu veux. Et cette liberté qu'il me donne dans exprimer ma créativité pour rebondir sur ses propres mots, ça m'aide beaucoup. Et je vois que Corinne avait dit pour le dessin me fait penser à la planète du Petit Prince, tout un imaginaire. Effectivement, je Ouais. suis, Magnifique. je suis très en phase avec ça. Et Audrey a aussi illustré d'autres. Donc, on a, à mon avis, plus de 200 images dans ce livre parce que pour nous, on parle beaucoup en métaphore et on coach beaucoup avec la métaphore. Et du coup, vous allez voir, on répond beaucoup aux questions par des métaphores, des symboliques. Donc, il y a 200 images, dont certaines autres qui ont été dessinées par la même artiste, Audrey Coiffic. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres propos que je n'aurais pas vus? Je m'excuse si j'en ai raté d'autres. Je pense que non, c'est tout bon. Est-ce que tu as un mot de conclusion, Mathieu? Faites confiance à votre créativité, tout simplement. Prenez le temps de vous faire confiance et prenez du temps pour vous, surtout en cette période de rentrée, où finalement, c'est vrai que si on pouvait faire une petite capsule en fait sur l'actualité, avec tout ce qu'on connaît de l'actualité, que je ne citerai pas parce que c'est des éléments négatifs, ça peut amener à se recroqueviller sur le faux self et à se remettre dans le comment faire, comment je peux faire pour réussir, comment je peux faire pour allier ce qui semble impossible à allier. Et c'est surtout quand on a l'impression de ne pas avoir le temps dans cette rentrée, prendre le temps pour soi, pour dépasser le comment faire par la métaphore, en fait, et laisser venir les solutions naturellement. C'est refuser, quelles que soient les époques, quel que soit ce qu'on va vivre, refuser cette pression de l'extérieur pour pouvoir laisser la créativité venir et les solutions émerger en toute, je dirais, fluidité. Écoute, je partage complètement ton avis. J'ai envie de vous dire, laissez votre intelligence créative s'amuser. Offrez-vous des parenthèses où vous laissez votre inconscient divaguer. Ça peut être en regardant la pluie tomber, ça peut être en rêvassant, ça peut être en dessinant, en écrivant. Trouvez votre moyen à vous de vous amuser et de laisser votre cerveau avoir cette liberté créative. Voilà ce que je vous souhaite. Et on vous dit à bientôt avec de nouvelles images, de nouveaux imaginaires. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi me contacter pour en savoir plus pour l'école, si vous avez envie de vivre concrètement cette ouverture créative et ce changement personnel. À bientôt! À bientôt!